chez moi au Mali, les gens allaient capter même. Mais ils ont accepté. Et après, le président, compte tenu de tout ce qui a été dit concernant le fichier, mais ils ont refusé le fichier à 3 jours du scrutin. Ils ont ouvert, disons, une révision, mais c'était à 3 jours du scrutin. C'est à 24 heures qu'on a arrêté cette. Donc c'était trop compliqué. Et pour effectivement mettre fin à ces insuffisances, le président de la République en personne a écrit pour qu'on vienne faire l'audit du fichier. Nous sommes venus et une équipe de 4 personnes. C'était en dehors de la période électorale. On n'a plus le temps et ça n'était pas longtemps. Le Burkina Faso, effectivement, sous la pression de l'opposition, a dit qu'il faut aller à la biométrie, sinon il n'y aura pas d'élection. En 2012, nous avons été envoyés, nous avons fait le constat, on a dit effectivement, en Togo, le fichier que vous avez aujourd'hui n'est pas bon. Si vous pouvez aller à la biométrie, il faut y aller, mais voilà, il y a le temps, il y a le coût. Ils ont fait des estimations, ils ont dit qu'ils peuvent aller, ils sont partis. Mais avant ça, on a fait l'audit de l'ancien fichier. C'était un fichier informatisé, tout simplement, c'est pour tout simple. Mais après, ils ont organisé une évaluation du processus. Nous avons été associés à cette évaluation. On a fait le point, on a dégagé toutes les forces et toutes les insuffisances, les faiblesses du système et qu'ils étaient en train de corriger. Je vais vous dire, il y a eu la même chose en 2009 en Mauritanie. L'opposition a dit qu'elle n'ira pas aux élections tant qu'il n'y a pas de fichier électoral. Je crois, autant que je me souviens, l'élection présidentielle c'était le 24 juillet 2009. Et avant, on était déjà au mois de juin. Quand nous avons été saisis, nous avons dit on ne peut pas faire l'audit. Exactement comme ici. On peut faire une évaluation, mais l'audit, on ne peut pas le faire et aller aux élections. Le 24 juillet. Ils ont accepté et nous sommes venus. Nous avons fait l'évaluation. Mais on appelle abusivement audit. Même le travail qu'on a fait, il y en a qui vont appeler audit. On a fait le travail d'évaluation et ça a donné un résultat satisfaisant. Vraiment satisfaisant. Et ils sont partis. L'opposition est partie à l'élection présidentielle. Madagascar, c'était pendant la transition et il n'y avait pas de contraintes de temps. Donc on le faisait. Ici, il y avait des contraintes de temps. Un calendrier qui était là. Les autorités ont écrit pour demander une assistance dans le cadre de la consolidation, mais qu'à cette occasion, qu'on puisse faire une vérification, en tout cas permettant de déceler des anomalies et de faire des propositions de correction. Il y a une plateforme qui a écrit pour demander l'audit. Vous voyez un peu les deux contraintes. Et avec les contraintes du calendrier électoral, nous avons réfléchi, nous avons opté pour cette forme d'évaluation sur une période limitée. Les experts sont restés sur place au moins 3 semaines. Les gens pensent que c'est ça qui nous a permis aussi d'aller en profondeur dans certains domaines. 3 semaines, je suis venu ici le 15 mars et nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Hein? Le 8 avril, je vais dire, oh non, non. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Il a plus mes 20 ans. Non, je suis dans ma 61e année, donc vous comprendrez. Non, Dieu merci. Donc, vous voyez, il faut tenir compte de ces contraintes. Et c'est pour cela que nous avons travaillé comme ça. En âme et conscience, je trouve que le travail que nous avons fait dans ces temps est satisfaisant si je me réfère à ce que nous avons fait dans les autres pays. J'ai cette petite chance d'avoir fait tous les pays francophones d'Afrique, soit pour
soit pour superviser, soit pour observer, soit pour organiser même les élections. Donc, j'essaie de faire des comparaisons, j'essaie de tirer les enseignements. Parce que je ne suis pas intelligent, mais j'ai une petite mémoire. Voilà, c'est la réponse que je peux donner. Honnêtement, s'il n'y a pas eu d'audit au vrai sens du terme, c'est ça. Mais je suis convaincu que l'audit, en tout cas les résultats de l'audit, allaient intégrer, s'il y avait un audit, allaient intégrer les mêmes résultats que nous avons. Je ne dis pas n'iront pas au-delà, mais comprendraient les résultats que nous avons. Je crois que c'est celui qui a posé la question, c'est bon? L'explication est suffisante, sinon je reviens là-dessus. C'est bon, je vais aller-y. Ok, merci. D'accord, merci. J'ai répondu, je ferai faire. D'abord, c'est tout ce qui devrait être exécuté, nous avons exécuté sur place. Maintenant, les autres recommandations, c'est vrai, établir la liste de ceux qui ont des cartes à invalider. Bon, peut-être ça. Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a demandé, mais j'ai parlé des chiffres. Est-ce que moi-même je suis technicien? Non, je suis un militaire. En fait, je suis un militaire. Mais je l'ai dit, je ne suis pas certainement intelligent, mais j'essaie de retenir ce que je vois et ce qu'on m'enseigne. Vous savez, je suis un administrateur militaire en fait. Et c'est ce qui a facilité ma conversion de l'armée à l'administration électorale. Et cela fait 17 ans que je suis dans le processus de l'administration électorale. Et j'ai également, avant de venir dans l'armée, eu une formation technique. J'étais dans une série scientifique. J'ai une maîtrise en sciences économiques. Donc cela me permet de comprendre facilement ce qui est technique, mais pas trop compliqué. Mais je reste toujours militaire. Quand les gens m'appellent expert, je dis non, j'ai une expérience, mais je ne suis pas un expert. Voilà. Mais honnêtement, à la faveur de toute l'expérience que j'ai pu accumuler en 17 ans, dans tout l'espace francophone, en Afrique et en dehors de l'Afrique, je pense que j'ai pu suffisamment comprendre ce qui est technique. Première question, dans le rapport, il est question de 2013, il est question du transfert de la technologie. Ça n'a pas été fait, mais pourquoi? Je ne pense pas effectivement que ça n'a pas été fait. Et nous avons trouvé effectivement que c'est l'opérateur technique qui le fait. Mais peut-être que le président pourra me compléter sur ce point. Mais notre constat est que ça n'a pas été fait et nous avons repris la recommandation. C'est vrai, depuis lundi, on aurait dû faire la restitution, mais après ça a été reporté. Est-ce que c'est parce qu'on avait demandé un report que le gouvernement a rejeté que nous avons? On a entendu beaucoup de choses, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y en a qui ont dit, le rapport de l'OIF va être explosif. Il paraît même que quelqu'un aurait écrit que, bon, les experts sont déjà partis. Bon, il y en a qui ont dit que la secrétaire générale va venir. Non. Honnêtement, il n'en est rien de tout cela en fait. C'est vrai, quand nous sommes dans une période aussi sensible, il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup d'interprétations. Le report a été dû à un certain nombre de paramètres. Ça n'a rien à voir, mais je vous assure, nous, membres, sinon experts de l'OIF, nous n'avons communiqué avec personne. Et
nous avons dit aussi que la règle voudrait la réserve, la retenue au niveau du comité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses. Pendant tout ce temps, rien n'est sorti dans les journaux concernant. C'est pour cela que je félicite les représentants de la classe politique. S'ils étaient animés de mauvaise foi, ils pouvaient sortir déjà même nos discussions dans les journaux. Et ça allait peut-être créer un désordre, ça allait aller dans tous les sens. Ce qui s'est passé, c'est que j'avoue, pour faire cette mission, ça n'a pas été, monter la mission, ça n'a pas été facile. Je vous dis humblement que j'ai toujours un agenda très chargé. Pour la mission exploratoire d'abord, je partais pour la RCA. Je suis sur ce dossier depuis bientôt 1 an. Il m'a été demandé de faire escale au Togo pour faire une mission exploratoire et qu'on va mettre à ma disposition 2 experts. Je suis arrêté, j'ai fait la mission exploratoire, j'ai rencontré tout le monde, y compris le président de la CENI. C'était au mois de février, c'était entre le 14 et le 20. J'ai quitté ici effectivement le 20. Alors que je devrais même partir 2 jours après, le 21. Non, je vais dire le 17 ou le 16, je devrais quitter ici pour la RCA. Mais je suis resté et j'ai fait la mission exploratoire. C'est après la mission exploratoire qu'il y a eu cette demande des CAP 2015 des autorités du gouvernement togolais. Ayant conduit la mission exploratoire, on m'a dit de constituer une équipe. J'ai parlé des experts qui sont venus avec moi. La dame, elle est aussi sur le dossier de la RCA au compte de l'Union européenne. Et elle était à Dakar quand je l'ai contactée, sur l'état civil de Dakar. Il m'a dit, mon général, comme il s'agit de vous, je vais venir. Mais sinon, j'ai un agenda chargé. Mais si c'est au-delà de 10 jours, 2 semaines, ça va être très difficile pour vous. Elle a accepté. L'ingénieur, nous aussi, nous avons fait au Mali une révision au mois de février. Il est en train de faire la consolidation du fichier électoral. J'ai dit, nous venons de reporter les élections communales jusqu'au mois d'octobre. J'ai dit, il n'y a pas de place en demeure. Vraiment, j'étais peu de bien pour là. C'est quelqu'un qui a un service informatique et il n'aime même pas sèche, il n'aime pas beaucoup, il n'est pas chaud pour ce genre de mission ponctuelle. Il a accepté de venir. Voilà l'équipe qui était là. Maintenant, quand nous avons commencé à travailler, tout de suite, il y a eu du temps pour la mise en place du comité de consolidation et de vérification. Parce qu'il fallait écrire aux différents partenaires concernés et ensuite avoir les réponses. Donc cela a pris un certain temps. C'était le 27. Donc c'est finalement le 27 qu'on a pu mettre en place en fait le comité dans sa plénitude, dans sa complétude, je vais dire. Maintenant, indépendamment de cela, j'avais un agenda chargé. Le séminaire et l'Assemblée générale de mon réseau à Bruxelles, qui a des dates ignables. On n'avait jamais pensé qu'on serait là pendant tout ce temps. Donc, dans un souci de conciliation de ces impératifs, nous avons demandé de reporter la récession. Non seulement il n'avait pas fini, ça je le précise, il n'avait pas du tout fini, et nous n'avions communiqué à personne les résultats que nous avions à l'époque, et également moi je n'étais pas disponible pendant cette période. J'avais ma première réunion le dimanche 29 et animé un séminaire de l'Association des autorités électorales de l'Union européenne les 30 et 31, et ensuite les 1er et 2 avril le séminaire et l'Assemblée générale de Bruxelles, à Bruxelles. Donc ce n'était pas possible. Voilà pourquoi ça a été reporté. On n'avait pas fini, mais moi je n'étais pas disponible. Il n'y a eu, on
n'a jamais demandé un report. Jamais. Mais je ne sais pas d'où on a sorti vraiment ces informations. Et on n'a jamais communiqué avec les autorités togolaises. C'est vrai, on est avec les membres de la CENI, on est avec les représentants des Canadiens, on travaille ensemble, mais nous, officiellement, on n'a rien dit, rien. On n'a même pas pris de contact avec ces autorités. Rassurez-vous. Et ça, c'est important. Mais comme je l'ai dit, j'ai 61 ans, officier général en activité, je ne suis pas encore à la retraite. J'ai un capital de confiance international à défendre, l'honneur et ma dignité d'officier. Des choses que je n'accepterai jamais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je crois que cela fait partie peut-être des atouts qui font que j'ai su respecter en toi au niveau des institutions internationales. Si aujourd'hui il était établi qu'il fallait partir, j'allais dire non, il faut partir, il faut reporter. J'allais le dire. Maintenant, si les autorités acceptent, c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. Non. Il y a des choses peut-être qu'il n'est pas bon de dire. Mais à Haïti, j'ai été appelé en conseil des ministres. Haïti, en conseil des ministres, où on voulait mettre Haïti sous tutelle. Appelé le colonel Sangaré, j'étais au pays, je suis arrivé. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit, allez, si vous n'allez pas aux élections, vous gardez votre temps. Les difficultés que vous avez aujourd'hui, d'ordre structurel et conjoncturel, vont continuer. Si vous devez les résoudre avant de partir aux élections, il n'y aura pas d'élection en Haïti. On n'a pas contact avec personne, on n'a jamais proposé de report. Non. Mais si c'était nécessaire, on l'aurait fait également. Et sans hésiter. Ensuite, la dernière question. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu deux petites questions. La première, c'est à la faveur de ma modeste expérience qui est des élections en Afrique reste marquée par des contestations au niveau des listes électorales, au niveau de la transmission des résultats. Je crois, hein? C'est ça la question. Donc, c'est vrai, pour les listes électorales, je n'ai suffisamment parlé. J'ai fait un article avant ce guide-là, et qui a été enrichi par ce guide. Et c'est là que j'ai fait ressortir la relation entre l'état civil et les listes électorales. C'est dans cet article que j'ai dit que la qualité des listes électorales est tributaire de la qualité du système d'état civil. J'ai dit tant que du Sénégal à Madagascar, en passant par le Mali, le Togo, le Bénin, le Gabon, partout, la fiabilité des listes électorales a été au cœur des contestations. C'est vrai. Et dans cet article-là, c'est dans un ouvrage appelé Élections et démocratie dans l'espace francophone. Tout est décrit dedans. J'ai dit qu'il faut qu'on aille vers la modernisation de l'état civil pour mettre fin définitivement à la problématique de fiabilité des listes électorales. Ça, c'est la solution. C'est ça qui va résoudre ce problème. Tant qu'on va traîner des décès sur les listes électorales, tant qu'on va faire appel au témoignage pour identifier un citoyen, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des problèmes de fiabilité, même des informations. Et ensuite, les transmissions des résultats. C'est vrai. Excusez-moi de répéter. Du séminaire du RECEP, c'était la sécurisation, la transmission, le traitement, la centralisation, le traitement et la publication des résultats. C'était le thème central. La France a fait une communication. La Belgique a communiqué.
le Québec a communiqué. Et j'ai communiqué sur le système guinéen. Il y a également le Cameroun qui a communiqué, le Sénégal a communiqué, et nous avons tiré un certain nombre d'enseignements. C'est la phase la plus critique, la plus sensible d'un processus électoral. C'est l'étape où toutes les émotions sont cristallisées. Et des fois, quand j'ai fait la communication, je compare ça en plus. Quand une femme est en travail, les gens attendent, toute personne ne sait qu'elle va être l'enfant. Donc ça murmure un peu partout, et puis on attend, et avant la délivrance. Et il dit c'est la même chose. Les gens bravent le soleil, la pluie, pour aller voter. Ils sont pressés d'avoir le résultat. Et à ce niveau-là, il faut trois principes. D'abord, la transparence. Ça, nous l'avons retenu. La transparence, il faut que tout soit transparent. Du début à la fin. Depuis le bureau de vote jusqu'à la publication des résultats. Nous avons dit qu'il faut la célérité. Parce que quand ça traîne, ça donne lieu à des supputations et ça donne lieu à des calculs de part et d'autre. Il y en a qui ont des résultats et il y en a qui sont même tentés de se proclamer vainqueurs alors qu'on n'a pas fini. Oui, on a vu ça dans beaucoup de pays parce que ça traîne. Il faut aller vite. Mais il faut sécuriser aussi. Il faut sécuriser. Le document qui est établi dans le bureau de vote, il faut que ce soit le document qui va être comptabilisé au niveau central. C'est ça. Et là, il y a eu beaucoup de propositions dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de propositions dans ce sens-là. J'ai pris moi-même l'exemple de la Guinée. Le procès verbal dans le bureau de vote, sous le procès verbal, il y a un sticker, ce qu'on appelle le code à bulle. Une fois que c'est collé, personne ne peut l'enlever. Et il y a trois procès verbaux qui quittent le bureau de vote. À destination de la commission de centralisation, à destination de la commission de la CENI centrale, à destination du ministère de l'administration des affaires politiques, territoriales des affaires politiques, MATAP, même qui n'est pas ouvert. C'est une enveloppe qu'on n'ouvre pas. Et là, on a mis le code à bulle, le scellé rouge. Le scellé jaune, c'est sur l'enveloppe qui va à la CENI centrale, et le scellé vert sur l'enveloppe qui va au niveau, qui reste au niveau préfectoral. Donc, et là, à l'arrivée, on a un lecteur de code barre pour certifier que c'est effectivement l'enveloppe qui a quitté le bureau de vote. Si ce n'est pas ça, automatiquement, il y a une voyante rouge qui s'allume. Et c'est effectivement tout. Donc, bref, c'est pour parler de ça, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Vraiment, on a beaucoup enrichi, on a échangé les pratiques et on a retenu un certain nombre de principes. La transparence, la sécurité, la sécurité. Et ça, c'est important. Bon, c'est l'intérêt de ce genre de séminaire. Malheureusement, la CENI du Togo et la Sénat du Bénin étaient très occupées. C'était les seuls absents. Oui. Non, les dates, c'était la semaine dernière. C'était vraiment la semaine dernière. Il y a juste une semaine, jour pour jour, on était en train de faire ce séminaire-là. Et la Sénat du Bénin a dit que, compte tenu vraiment du fait que les élections sont très proches, ça va être difficile de pouvoir envoyer. Et c'était la même chose au niveau du Togo. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est nos soucis. Ça fait partie de nos préoccupations. Donc, voilà, mes chers amis journalistes, je ne demande pas à accepter tout ce que j'ai dit. Non. Je ne détiens pas la vérité absolue. J'ai tenté d'expliquer le sens de notre intervention, le contenu et les résultats de notre intervention.
souhaite que vous ayez une bonne compréhension de tout cela. Vous pouvez nous contredire, vous pouvez peut-être nous traiter autrement. Tout cela nous acceptons. Mais la seule chose que je vous demande, c'est vraiment faire sortir exactement ce que nous avons dit et ce que nous avons expliqué ici, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais je vous fais confiance parce que je connais la presse congolaise. Et s'il m'était donné l'occasion de l'apprécier ou de la noter par rapport à tout ce que je connais de l'Afrique francophone, je ne dirais pas que c'est la meilleure presse, mais en tout cas c'est une presse responsable et qui sait jouer son rôle dans les circonstances qu'il faut. Il est vécu ici en 2010 et en 2007. Donc encore une fois, je voudrais très sincèrement vous remercier d'être venu massivement discuter de votre aimable attention et de votre bonne compréhension. Je vous remercie.